Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Stronger Things. Et aujourd'hui, pour mon premier épisode capsule, j'ai l'opportunité d'accueillir Joël Bouraïma. Salut Joël, ça va? Ça va bien et merci pour l'invitation, Julian. Merci à toi parce que c'est pas évident. Tu habites à LA aujourd'hui, Ouais. si j'ai bien compris. Vous connaissez sûrement Joël sous le nom de Coach Joe. Donc, si vous avez suivi les médias, si vous avez déjà ouvert pas mal de pages de magazines, si vous avez regardé la Star Academy, vous connaissez Coach Joe, mais vous connaissez peut-être pas Joël sous son vrai décor, qui est la salle de sport que vous voyez derrière lui, dans son vrai milieu. Et pour te présenter rapidement, Joël, même si c'est pas le but du podcast, toi, tu as grandi à Saint-Cyr-l'École. Aujourd'hui, Ouais, tu dans habites les à LA. Yvelines. Ouais. Et tu as eu un parcours qui a été assez extraordinaire, mais qui a été mené par une vision. Et cette vision, tu l'as acquérie petit à petit à travers des rencontres, à travers des opportunités que tu as su saisir. Et ta vision, c'était de devenir coach, mais pas seulement coach, le meilleur coach possible à travers une approche que tu as toujours définie comme étant l'approche haute couture, qui aujourd'hui t'a mené à coacher des personnalités, des athlètes de haut niveau. Pour en citer quelques-uns, forcément, Omar Sy, Gad Elmaleh, Kanye West, la famille Kardashian, mais aussi Tristan Thompson, qui est un joueur des Cleveland Cavaliers, l'équipe de Ouais. football américain de Calabasas, si je ne dis pas des bêtises, Encore, et, euh, ouais. et encore aujourd'hui. Et tout ça, voilà, t'as mené à Los Angeles. Mais la raison pour laquelle je t'invite, Joe, c'est parce que on s'est rencontrés, parce que je t'invite pas seulement comme ça par hasard, mais aussi parce que je t'ai vu en 2012 évoluer au sein de CrossFit Louvre et qu'à l'époque, tu travaillais un petit peu avec nous. Ouais. Et c'était un honneur déjà d'avoir pu participer un peu au lancement, puisque 2012, c'est un peu quand le CrossFit est arrivé sur Paris, sur la France même. Et c'est à cette époque-là. Toi, on s'est rencontrés où? Au niveau de la boxe de, du Place des Victoires. Ouais, la toute première. Alors même Alors, celle la de rue première qui est... Étienne C'est ça, ouais. Marcel. C'est Encore ça. enfant, ok, d'accord, ouais. Ouais, donc ouais, c'était vraiment les prémices du CrossFit et de CrossFit Louvre en tout cas. Moi, ça a été un kiff de pouvoir développer ça avec des gens, bah, en plus, comme tu connais Daniel et toute l'équipe qu'il y avait autour, j'en tire une petite fierté. Et ouais, moi, je me souviens parce que c'est en 2012. Et si on lit ton livre, et moi, je vous recommande de le lire, je l'ai ici, là. Hop. Je recommande à tout le monde de le lire parce que c'est une petite dose d'inspiration. Et pour les gens qui sont ambitieux, qui ont envie de réussir des trucs, mais qui parfois ont peur de prendre des risques, honnêtement, c'est une dose super simple. Moi, je l'ai lu en 2 jours. C'est une Ouais, dose tout de super suite. simple. Ouais, et je pense que tu as eu ce feedback de beaucoup de gens. C'est vraiment un livre qui est super motivant et qui te raccroche un petit peu à la réalité, un petit peu comme ce que toi, tu as toujours été, quoi. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai voulu. Parce que beaucoup de gens me voyaient justement à travers le prisme des médias, donc comme quelque chose d'intouchable. Ça y est, lui, il est trop loin, tu vois, ce genre de pensée. Alors que tout au contraire, tu vois, moi, j'essaie d'être le plus terre à terre. C'est pas parce que je travaille avec des gens qui, eux, ouais, peuvent être dans des sphères qui paraissent inaccessibles que moi, je le suis forcément. Et je voulais surtout pas que cette image, elle me colle. Donc c'est pour ça que bah, j'essaye d'être le plus accessible comme là, toi, avec toi, de répondre directement. Et c'est toujours moi qui essaie de répondre quand je suis au niveau des réseaux sociaux et d'être le plus disponible possible pour pouvoir partager justement cette vision que j'avais eue moi à travers le sport et de faire en sorte que les plus jeunes et les moins jeunes, hein, parce que ça parle à tout le monde, puissent trouver eux leur vocation et s'épanouir à travers celle-ci. Ouais, et on va revenir sur tout ça d'ailleurs, mais moi d'abord je voudrais commencer la discussion par mettre en confrontation deux mots, un que tu détestes et un autre qui définit un petit peu plus ce que toi tu as essayé de faire. Il y en a un, c'est la chance, je sais que c'est un mot que tu n'apprécies pas énormément, parce que c'est quelque chose, on a essayé de te définir par ce mot souvent dans le passé, si j'ai bien compris. Et Ouais. l'autre mot, c'est la destinée, ou le fait de pouvoir saisir une opportunité. C'est quoi pour toi réellement ce qui t'a permis d'arriver là où tu en es? Bah, comme toujours, c'est le travail. C'est pour pouvoir être remarqué ou pour pouvoir être ne serait-ce que présenté aux gens qui vont pouvoir t'ouvrir des portes, il faut que tu aies quelque chose à proposer. Parce que cette main tendue ou cette porte ouverte, on va pas te la donner comme ça parce que tu es beau, parce que, quoique maintenant aujourd'hui avec les réseaux sociaux, si tu es beau, ça peut peut-être arranger les choses. Ça aide. Mais nous, enfin, je sais que nous, tu vois, quand on a commencé, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ce qu'il fallait faire, c'était travailler et faire en sorte que ton nom, il circule dans les bonnes oreilles et qui soit bah, partagé par le maximum de personnes. Et c'est ça qui allait, moi, en tout cas, qui a marché pour moi
et qui a fait que les portes se sont ouvertes. Et à chaque fois, je prends encore, parce qu'on s'est rencontrés par rapport au CrossFit, je prends comme exemple le CrossFit. Daniel, comment ça se passe? C'est pas lui qui vient me chercher ou c'est pas. Quand j'ai eu juste l'écho de CrossFit arrive en France, je me suis démené pour trouver, OK, qui mène la baguette au niveau du CrossFit, qui est-ce qu'il va falloir contacter pour faire un entretien, pour aller coacher. Tout ça, je me suis démerdé pour le trouver. Et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec Daniel. Et c'est comme ça que je me suis battu pour avoir mon entretien, mon interview et devenir coach au niveau de la boxe. Et ça, ça ne serait pas passé si j'étais resté dans ma petite salle des Yvelines et à attendre qu'on vienne me chercher. Donc ça, quand je dis ouais, forcer sa destinée, donc ouais, t'es bon, mais être bon aujourd'hui, ça fait pas tout, quoi. Il faut que toi, tu ailles faire les choses pour que ça se passe. Et moi, c'est ça qui m'a toujours drivé. Il y a un podcast où tu parlais de ça, je crois que c'était avec Stéphanie, qui était très cool, je l'ai écouté il y a quelques jours, où tu parlais de la théorie de la voiture rouge, que Ouais, j'ai trouvé super intéressante. Et pour l'expliquer, je vais t'épargner de l'expliquer, mais en gros, si je vous demande aujourd'hui de compter le nombre de voitures rouges que vous avez vues, vous serez incapable de le dire. Mais si demain, on vous dit, ben, allez, vas-y, compte les voitures rouges que tu vois dans la journée, et ben, le soir, vous allez être capable de nous donner un chiffre précis. Et explique-nous ce que ça veut dire pour toi, Joe, dans ton approche. c'est en fait, quand tu sors de chez toi, sois à l'affût de la voiture rouge. Quoi qu'il en soit. Attends pas qu'on te le demande ou qu'on t'en parle pour aller le chercher parce que souvent, c'est déjà trop tard. Dans ta tête, la voiture rouge, elle matérialise un peu l'opportunité, les différentes opportunités que toi, tu peux avoir dans ta journée, les différentes mains tendues ou les différentes portes ouvertes qui peuvent se présenter à toi. Et ben quand tu sors, sois à l'affût de tout ça. Je ne dis pas qu'il faut aller forcer et faire le forceur en exagérant et en étant trop pesant, mais sois à l'affût, sens les choses, sois toujours prêt à écouter, à faire l'heure ou la demi-heure de plus qui va faire que justement cette main ou cette porte va s'ouvrir. Pour moi c'était ça, la voiture rouge, sois à l'affût avant qu'on te dise d'aller la chercher, quoi. Ouais, j'ai souvent ce parallèle, tu peux le faire avec tout, que ça soit quelqu'un qui bosse avec toi, que ça soit toi qui as envie d'accomplir quelque chose, un objectif lointain, une vision lointaine, etc. De toujours faire ce petit pas en plus pour essayer de saisir ton opportunité, au moins de t'en rapprocher. Souvent aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est moi qui commence à devenir le boomer, etc. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que les gens un petit peu plus jeunes qui arrivent ont tendance à vouloir que ça se passe vite et que ça arrive vite Ouais, et qu'ils ont une ouais, ouais, ouais. impatience. Mais ça, je pense que c'est un peu aussi à cause des réseaux sociaux. Il y a cette culture de l'immédiateté où quand tu regardes les réseaux sociaux, tu as l'impression que tout t'arrive comme ça en une journée et que les mecs ils sont devenus ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux en une journée. Sauf que très souvent, ils occultent le travail qui a été fourni avant. Ils n'en parlent pas trop parce que c'est pas spécialement ça qui est vendeur. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les plus jeunes, ils n'ont pas cette notion de vas-y, il faut que j'aille chercher le petit truc en plus. Non, non, je fais ce que je sais faire et tout va venir à moi. Sauf que malheureusement, ouais, c'est pas comme ça que ça se passe. Non. Et toi, quand est-ce que tu as vraiment commencé à rêver? Parce que tu as pris le risque, ton vrai gros risque, je crois, enfin, si j'ai bien compris, c'est le moment où tu as décidé de partir en Australie. Mais Ouais. à quel moment, toi, tu t'es dit, allez, je vais risquer, quand est-ce que tu as su que tu voulais vraiment devenir le meilleur coach en France ou le meilleur coach possible? Déjà, quand j'ai su qu'on pouvait en faire un métier, parce que nous, là aujourd'hui, c'est facile à dire, je veux être coach. Il y a des coachs partout. Tout le monde est coach. Le mec a un peu de pec, un peu d'abdos, il est coach. Sur les réseaux sociaux, en plus, tu as l'impression que c'est le métier au top de la pyramide. Sauf que faut mettre le truc dans son contexte. En 2005-2006, moi, quand je rentre d'Australie, le coaching one-one, c'est loin d'être ce que c'est aujourd'hui. C'est pas encore rentré dans les mœurs. C'est pas encore la chose que les gens consomment. Donc, il n'y a même pas spécialement encore un marché. Ce qui fait que pour moi, ça a été un avantage dans le sens où, comme il n'y avait pas encore beaucoup de compétition, c'était facile de s'imposer. Mais ça a été aussi un désavantage parce qu'il fallait créer cette demande qui n'existait pas encore. Ce qui fait qu'il a fallu aller taper aux portes et essayer d'amener ce service que les gens ne connaissaient pas encore. À l'époque, il y avait les coachs plateau. Tu sais, c'était le mec muscu dans une salle, tu allais le voir. Est-ce que tu n'as pas une séance spec à me faire pour ce soir? Il te faisait un truc, vas-y, tu fais ta séance et voilà.
les gens, ils n'étaient pas encore dans le délire de je vais payer quelqu'un qui va m'accompagner sur une durée quelconque pour atteindre des objectifs, que ce soit physique ou performance à effectuer dans le futur, quoi. Et donc ça, ouais, donc ça a été bah, pour moi, ça a été une superbe aventure. Mais, euh, mais avant ça, je fais une fac de sport. Pendant la fac, moi, je veux être prof de sport. Et en fait, je m'y retrouve pas en tant que prof. Je trouve que bah, c'est trop répétitif. Les jeunes, ils ont plus cette niaque justement que moi j'avais quand j'étais au collège, par exemple. J'attendais mes 2 heures de sport comme pas possible. Et aujourd'hui, je retrouvais pas ça chez les petits que j'allais voir. Ce qui fait que quand j'ai fait mon stage, je me suis embêté et je me suis dit non, c'est pas ce que je veux faire sur le long terme. Et pour pas justement à devoir y aller à reculons, j'ai préféré changer de licence. Donc après mes 2 premières années de fac, je fais une licence spécifique au métier de la forme et discipline associée. Et c'est là que je comprends que le métier de coach, c'est quelque chose bah, que déjà je peux en vivre et qui peut correspondre à la vision que j'ai du sport. C'est-à-dire le partage, aider les gens à évoluer. Ça touchait un peu toutes mes facettes et je m'y retrouvais beaucoup plus que dans l'enseignement. Allez, j'en profite. Et donc maintenant, tu définis ton coaching comme étant le coaching haute couture. Du coup, c'est quoi pour toi un bon coach? En tout cas, un coach personnel, pas un coach de groupe, un coach comme Et, toi tu l'entends. euh, et j'avais bien aimé cette dénomination de haute couture je crois que c'était euh, Vanity Fair. C'était dans une interview de Vanity Fair où il m'avait collé ce nom-là et j'ai plutôt apprécié. Et en fait, pour moi, c'est vraiment, tu le prends comme la haute couture. La haute couture, il faut pas que toi, tu viennes avec ton vêtement et que tu cherches à tout prix à le mettre sur la personne. Non, c'est la personne qui vient avec toi, avec ses mensurations, avec ce qu'elle est. Et c'est à toi de construire un vêtement qui va épouser ses formes, qui va la mettre en valeur, etc. Et ben pour moi, mon coaching, c'est un peu la même chose. J'arrive pas avec mes séances déjà prédéfinies. Et OK, aujourd'hui, on va faire de la force. Aujourd'hui, on va faire. Non, toi, tu es une personne, tu es un humain, tu n'es pas une machine. Donc forcément, tu vas arriver chaque jour avec peut-être ben, un état d'esprit, un état psychologique différent. Et ben moi, mon objectif, ça va être d'adapter ma séance, pas non seulement à ton physique, mais aussi à ton état psychologique de l'instant T. Et ça passe par de l'écoute. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, via les réseaux sociaux, etc., beaucoup de gens en général commencent ce métier pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que oui, c'est clair, c'est cool, c'est bling bling pour ceux qui veulent aller chercher le bling bling. Les coachs, ils sont beaux gosses, ils sont beaucoup mis en avant. Mais moi, même si, tu vois, j'ai travaillé avec des célébrités, etc., à aucun moment, moi, j'ai cherché à me mettre en avant. La médiatisation autour de moi, elle est arrivée déjà, tu vois, y a pas si longtemps que ça, quand tu sais que je fais ce travail depuis pratiquement 20 ans. Hmm. Et elle est arrivée parce que j'ai touché certains types de personnes qui, eux, étaient dans la lumière. Mais sinon, à aucun moment, moi, j'ai cherché à la voir. Et ça, je pense que quand tu commences le taf de coach, il faut que ouais, tu te poses les bonnes questions. Est-ce que je le fais pour aller aider les gens ou est-ce que je le fais pour me faire briller moi? Et à mon avis, si tu cherches à te faire briller, c'est pas spécialement le métier qu'il faut faire parce que tu vas vite tourner en rond. Ouais, tu es devenu coach de star. En tout cas, c'est comme ça qu'on t'a défini dans les réseaux. Mais Ouais, la réalité, c'est que toi, tu es avant tout coach. Et il y a vraiment dans ton parcours cette ambivalence, cette espèce de polarité, si tu veux, entre ton besoin de prise de risque, de l'aventure. Et même aujourd'hui, tu vois, avec des défis sportifs, tu habites à LA. Je veux dire, il n'y a pas tout le monde aurait déménagé sa famille là-bas. À ouais. l'époque, ton déménagement en Australie. Mais versus ton besoin de rester vraiment proche de la réalité, proche de ta famille, de qui tu es, de là où tu as grandi, etc. Et je pense que c'est rare de voir ça parce qu'en général, tu as soit les gens qui prennent énormément de risques et se détachent complètement de qui ils sont. Et ouais, je vais devenir coach de star, puis ils deviennent peut-être un jour, ils deviennent coach de Ouais. star et ils se perdent complètement. Soit les gens qui ont complètement peur de prendre du risque et qui Et qui malheureusement se restent où ils sont. bride, ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et moi, je voulais être ni l'un ni l'autre. Ni l'un, c'est-à-dire me brider moi-même et me mettre des propres barrières, ce que j'ai fait au début, hein. Même quand j'ai commencé à avoir le pied à l'étrier, à commencer à toucher des gens
influent, je me mettais encore des barrières. Tu vois, le voyage à LA, ma venue à LA, habiter à LA, 2 ans avant de déménager, pour moi, j'y pensais même pas parce que c'était infaisable. C'était comment, pourquoi je vais aller à LA, qu'est-ce que je vais faire, comment, je voyais pas. C'est un de mes clients, justement la personne qui m'a mis en contact avec Kanye West, c'est lui qui m'a boosté en me disant Joe, si ce genre de personne, ce genre de client apprécie ton service, c'est que là-bas, au States, il y a des gens qui vont l'apprécier. Donc ta prochaine étape, c'est toi d'aller là-bas. Et j'étais là, mais qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? Moi, pour moi, ce que j'avais déjà fait, c'était, j'étais au top. En tant que coach, je travaillais dans une des plus belles salles parisiennes, j'avais une grosse clientèle. Ça y est, moi, j'étais bien, j'étais bien. Et lui, il me faisait comprendre. Ça veut dire que lui, il croyait plus en moi que moi-même, je le faisais, tu vois. Et il m'a ouvert les yeux en m'expliquant que voilà, là-bas, il y a quelque chose à faire pour toi. Et après, il m'a mis la graine dans la tête, elle a germé. Et après 2 ans, vas-y, c'est bon. Si lui, il me dit que je peux, vas-y, y a pas de raison. J'en profite d'ailleurs que tu parles de Steven pour teaser un peu la personne dont tu parles et vous Ouais. pourrez le découvrir un petit peu plus dans le livre parce que c'est quelqu'un, tu le découvres au fur et à mesure dans le livre et en fait tu t'aperçois que pour toi c'était un mentor en fait. Ah, Et, ça l'a été, encore aujourd'hui. et pour toi l'importance d'avoir un mentor parce que c'est quelque chose que je pense on sous-estime beaucoup Ouais. dans tout ce qu'on fait, de vouloir chercher un mentor ou qu'il soit pour toi, comment tu recommanderais d'approcher quelqu'un pour devenir mentor? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a forcément toi ça t'a changé ta vie? Ouais, moi c'est clair, ça m'a changé ma vie. Et le truc, c'est que justement, par rapport à ça, même ce concept de mentor, je ne l'avais pas spécialement parce que pour moi, ces gens-là étaient inaccessibles. Tu vois, je viens d'une petite cité à l'HLM. Steve Gutman, c'est un multimillionnaire qui est dans le monde de l'art. Je veux dire, surtout en France, c'est deux mondes qui sont pas censés se rencontrer. Lui, c'est un Américain, une mentalité différente, une manière de penser différente. Donc quand il me voit pas juste un petit mec de banlieue. Non, c'est un bon coach. Je m'en fous de où il vient, de son passé, etc. Aujourd'hui, il m'apporte quelque chose. Si moi, je peux lui apporter quelque chose, ben, on va le faire. Et c'est comme ça que ça a fonctionné au début. Il a vu en moi quelque chose qui était valuable, qui avait de la valeur. Et il s'est dit, faut que ce gars-là, il faut qu'il partage ce qu'il a entre les mains. Et c'est comme ça qu'il m'a présenté à droite, à gauche. Et ça, tu vois, c'est vraiment une mentalité américaine. Je pense pas que, enfin, j'espère que les Français sont dans cette dynamique-là. Mais j'avais pas eu de Français avant ça. Pourtant, j'ai eu des Français haut placés, mais j'avais pas eu de Français qui m'avaient comme ça pris sous leur aile en me mettant en avant comme ça. Et ça, ouais. Comment aller chercher son mentor? Je peux même pas te le dire parce que moi, je suis pas allé le chercher. Je sais que moi, mes références et ce que je prenais comme mentor, c'est ce qui m'était accessible. Et pour moi, je le retrouvais au niveau des sportifs américains que je regardais à la télé, Michael Jordan, au niveau des rappeurs, parce que j'étais dans la culture hip-hop assez jeune et j'étais déjà dans les États-Unis très jeune. Et pour moi, les textes de Jay-Z, je les décortiquais, tu vois. Et le mec, euh, comment il expliquait justement son hustle dans la rue, comment l'apportait au business et après à la vie professionnelle. Et ben moi, dans ma mentalité, le coaching, je l'ai pris comme ça. C'est mon hustle. Ok, qu'est-ce que je peux faire avec? À quelle hauteur je peux l'emmener? Et est-ce que je peux vraiment toucher des sphères inaccessibles grâce au coaching? Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et une fois que j'ai eu ça dans la ligne de mire, je ne l'ai pas lâché. Tu l'as dit, là, c'est une sphère inaccessible. Et pourtant, toi, tu restes accessible. Et ça, c'est un truc que tu mets vachement en avant dans ton livre, déjà à travers les gens que tu souhaites coacher, parce que tu as beaucoup de gens lambda, comme tu dis, Ah ouais, qui sont pas des stars que tu coaches, mais aussi toi. Pareil, encore une fois, dans le livre, quand tu reviens à Paris, tu prends le RER, tu retournes chez toi, etc. Tu retournes à tes racines, là où tu as grandi. Et c'est important pour toi de revivre ce que tu as vécu quand tu étais sûrement plus jeune. Mais il y a un truc, moi, qui m'a marqué dans ton livre. Il y a un endroit, je vais pas le teaser, il faut que les gens l'achètent, où tu as mis une photo d'un email. Et ton email, il est là, il est dans ce livre, il est accessible, il n'est pas flouté. Et c'est ouais, l'email encore que tu utilises aujourd'hui. Et moi, c'est un truc, c'est marrant parce que je t'ai écrit sur cet email, tu m'as répondu tout de suite oui à ce podcast.
Et ensuite, je lis le livre à nouveau. Et là, je m'aperçois que Merde, il c'est y le a un même. moyen, ouais, il y a un moyen de te contacter dans le livre. Et moi, j'ai jamais vu ça auparavant. Et là, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi, enfin, tu es devenu coach de star, mais pourquoi c'est aussi important pour toi de rester terre à terre et de rester accroché à être accessible à ces valeurs-là, quoi. Parce que c'est ma base, c'est ça qui m'a construit. Et c'est ça qui fait que j'ai pu atteindre ces sphères-là. Parce que, tu vois, même si aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, j'ai côtoyé des gens comme Steve Gutman qui sont pas du tout de mon milieu, et ben quand je suis allé dans leur milieu, c'est le mien que j'ai ramené avec moi. C'est mon milieu à moi. C'est cette base-là dont tu parles, là, Saint-Cyr, mon quartier, les gens avec qui j'ai grandi. Et ben, j'ai pas essayé de me travestir et de changer et de faire style, je suis un mec de chez. Non. Et je pense que c'est ça qu'ils apprécient aussi. Parce que quand je viens, c'est moi que tu as en face de toi. Et quel que soit l'endroit, la situation dans laquelle on se verra, tu auras toujours le même en face de toi. Et je pense que ça, surtout pour ces gens-là, c'est appréciable. Parce que tu ne changes pas, parce que ils sont des gens haut placés, tu ne changes pas parce que c'est une célébrité, tu es le même. Et tu viens avec ce que tu as toujours eu, c'est-à-dire ton bagage, ta vie. Et je pense que, ouais, pour beaucoup, je pense que c'est ça qu'ils ont apprécié. Je pense que c'est ça qu'ils apprécient, c'est certain. Mais après, je pense que toi, tu délivres un produit qui est ton coaching, qui est de qualité. Parce que l'un va pas sans l'autre, surtout, je pense, aux Ouais. États-Unis, où tu as forcément bah, la personne humaine, mais ensuite, il faut délivrer un boulot de qualité. Et c'est là où moi, j'aimerais commencer un peu à, à plonger dans cet aspect-là de ton travail. D'abord, ton approche psychologique. Tu en parles beaucoup. Comment tu fais pour motiver tes clients? Comment tu fais? Parce que là, je pense que toute ton approche passe vraiment par la motivation, par le fait de les mettre un peu dans l'inconfort ou dans ce qu'ils sont capables de faire. Comment tu fais pour motiver un Kanye West? Comment tu fais pour motiver la famille Kardashian qui, en tout cas, d'après les réseaux, t'as pas l'impression que ce soit des gens très motivés à faire du sport, tu vois? Ouais. Et Comment tu fais pourtant, pour... Ouais, et pourtant, ouais. raconte-nous ça. Après, tu sais, des mecs comme Kanye West, par exemple, lui, c'est dur de les faire, enfin, ces gens-là, même en général, c'est dur de les faire tenir sur du long terme. C'est-à-dire, tu peux pas lui dire, là, ce qu'on fait, c'est pour dans 6 mois ou dans l'année prochaine. Donc, l'objectif avec ces gens-là, c'est à chaque fois de mettre en place des objectifs à court terme, voire même séance par séance. Tu vois? Parce que c'est ça qui va les faire revenir, c'est ça qui va les motiver à se pousser pendant la séance, c'est pour aller chercher cet objectif de fin de séance. Sauf que moi, j'ai la big picture, tous ces objectifs mis bout à bout, c'est pour aller vers quelque chose dont on a parlé, nous, au début. Tu vois, Kanye West, quand on s'est rencontrés, il parlait de ses tournées. Il me disait qu'il allait enchaîner 45 dates en 3 mois, que le show, il durait 2 heures. Et là, tu vois, la tournée, elle était en fin d'année. Et là, on était en début d'année. Donc, je savais que si je lui disais, OK, ben, on va commencer à faire du cardio, à faire ça, parce qu'il va falloir. Il m'aurait dit, hey, la tournée, c'est dans 8 mois, tu vois. Et si on fait ça pendant 8 mois, moi, je vais m'emmerder. Donc au début, je ne lui ai même pas parlé de la tournée. Je lui ai dit, OK, bah, déjà, je vais voir ce que vous êtes capable de faire là. Et à partir de ça, de ce qu'il était capable de faire, c'est là que j'ai commencé à construire un plan qui allait m'emmener, qui allait lui l'emmener vers cet objectif final. Ok, et c'est cette approche-là que tu prendrais avec n'importe qui. Moi, l'exemple, par exemple, tu as Kanye West ou ces gens, ou Tristan Thompson qui arrivent et qui ont... C'est pas pareil. Tristan Thompson, Ouais, c'est pas pareil. Sportif, athlète de haut niveau, c'est pas pareil. Ils viennent, ils savent. Et eux, c'est le taf. ok, Ils l'abordent pas de la même manière. Eux, ouais, tu vois, c'est comme si tu étais un mécanicien et que tu travaillais avec des Formule 1 et avec des voitures lambda. La Formule 1, les mecs, ils sont beaucoup plus techniques, ils se connaissent plus, ils savent se pousser, ils savent quelles sont leurs limites. T'as pas grand-chose à leur apprendre. Toi, tu dois plutôt les guider vers leurs objectifs. Alors que la voiture normale, lambda, bah, il faut lui faire les révisions, il faut déjà voir si elle tourne bien, tu ne sais pas à quel point tu peux la pousser. Et ça, c'est monsieur et madame tout le monde. Donc forcément, déjà, l'approche, elle n'est pas pareille.
Donc tu vas aller si tu as un sportif de haut niveau et tu as Kanye West quand même, il a un objectif de performance scénique, tu vois, de performance Ouais. sur scène. Ah, non, Donc ouais, à la fin. bah, ces deux personnes, même s'ils ont, enfin, il y en a un qui est sportif, comme tu dis, c'est son boulot d'être au top physiquement chaque jour, etc. L'autre à côté, il a quand même cet objectif de performance scénique et bah, pareil, il doit pas se blesser, il doit se sentir en forme, il Ouais. doit assurer une prestation de fou. Et ces deux personnes-là, même si voilà, il y en a un c'est le sport, l'autre c'est la musique, ces deux personnes-là, ils voient le sport d'une manière différente du coup. Ouais, c'est clair. Comme je disais, l'un, c'est son travail. Il vient, il sait ce dont il a besoin, il me demande d'aller tout de suite dans cette direction, alors que l'autre, il me dit, OK, moi j'ai ça à faire, tu m'y emmènes. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que tu vas me faire faire. Ils viennent parce qu'ils me font confiance, ça c'est déjà une bonne chose. Mais quand il vient, il n'a pas spécialement une idée vraiment précise de comment on va aller atteindre cet objectif. Après, c'est juste à moi, comme je disais, de construire quelque chose d'attrayant pour lui, qui va le faire venir et qui va continuer à le faire venir motivé surtout, parce que très souvent, c'est étalé sur des durées assez longues. Alors que le sportif de haut niveau, tu vois, contrairement aux sportifs de haut niveau, où eux, souvent, je les vois sur les off-season, où c'est deux mois, 3 mois max, où c'est un travail qui est très condensé, beaucoup plus intense, mais c'est pas quelque chose qui va durer, parce que le travail avec les athlètes de haut niveau pendant la saison, il est minime après. Ils ont tellement de matchs, tu vois, par exemple en NBA, ils ont 82 matchs à enchaîner. Tu peux pas te permettre de charger trop quand ils sont en saison. Donc, on fait tout sur 3 mois et boum. Après, tu vas, tu voles et au pire, on fait des réajustements pendant la saison. Alors que Kanye West, il vient me voir en février pour me parler d'une tournée qu'on va faire en octobre. Donc, le maintien de la motivation sur cette durée-là, c'est autre chose. Surtout avec quelqu'un qui n'est pas sportif. Mais comme je te le disais avant que ça coupe, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, justement, avec Kanye West, on commençait à faire des choses plutôt intéressantes, sportivement parlant. Même au niveau des perfs qu'il allait chercher. Et ça, c'était intéressant aussi. Ça faisait partie de mes objectifs à court terme, de le faire évoluer sur certains mouvements, par exemple. Ça, c'était pour essayer de continuer à le motiver. Et sans qu'il s'en aperçoive, on arrive à la tournée et il est prêt. Donc ça aussi, c'était intéressant. Quand il finit la tournée et qu'il me dit hey, merci, j'ai jamais été aussi au top de ma forme pendant une tournée, pour moi, c'est bon, l'objectif, il a été atteint. Il y a plein de questions à poser sur ce sujet de prépa physique, mais par exemple, avec l'athlète de haut niveau, tu es en saison off, donc tu vas faire une PPG assez classique, je suppose. C'est quoi ta vision, toi? Est-ce que c'est la vision CrossFit d'être le plus complet possible, etc. Est-ce que tu vas... Parce il y a des risques quand forcément on coach un athlète de haut niveau comme ça, on ne peut pas se permettre de le blesser. Comment Ouais, est-ce que c'est toi, tu clair. abordes ta préparation physique avec ces athlètes-là? Ben, là où c'est encore plus intéressant ici aux États-Unis, c'est que, par exemple, Tristan Thompson, la première fois que je l'ai entraîné, il m'a mis en contact directement avec le staff de Cleveland. Ce qui fait que c'est comme si je contactais son écurie, tu vois, au niveau de la F1, de ce que je disais tout à l'heure. Et eux, ils savent exactement. Tristan, ça se trouve lui-même, il ne le sait pas. Mais eux, ils savent exactement ce dont il a besoin. OK, eux, ils ont eu des batteries de tests. Ils savent que là, au niveau des ischios, il y a un renforcement à faire pour rééquilibrer avec les quadris parce que c'est à cause de ça qu'ils se blessent. Là, on sait qu'au niveau de la sangle abdominale, il y a une faiblesse et c'est pour ça aussi qu'il a une hyperlordose. Enfin, il y a plein de data qui me sont données. Et après, c'est beaucoup plus simple pour moi de mettre en place quelque chose où je suis sûr que ça va correspondre à ce dont il a besoin. Ça, c'est le gros plus avec les athlètes de haut niveau. Ou encore une fois, avec monsieur et madame tout le monde, tu vas un peu à tâtons, à l'aveugle. Tu fais des tests, c'est beaucoup de on essaye, ça fonctionne, j'ai un retour, ça ne fonctionne pas, on met en place quelque chose de différent, etc. Alors que le sportif de haut niveau, et c'est pas tous, hein, c'est pas tous qui te mettent en relation avec le staff, mais quand tu es en relation avec le staff, ouais, c'est du bonheur. Ouais, tu m'étonnes. Et toutes ces datas-là, ça doit limite te créer un bruit parce que tu dois constamment être en train de te dire est-ce que je suis en train Ah d'aborder le bon ouais, thème? moi, Et- ça m'avait même mis une certaine pression au début. Parce que là, j'avais des comptes à rendre. C'est pas juste tu te sens bien. Non, c'est OK. Quand tu retournes à Cleveland, là, on va parler. Et il va me dire si on a réussi à faire ce que tu voulais, enfin, ce que eux, ils voulaient ou pas. Et ça, ouais, ça a été un challenge intéressant pour moi. Pour voir justement si j'arrivais à me calibrer sur ce genre de niveau-là
et si ça pouvait fonctionner. Mais il y a un autre aspect qui m'a toujours fait cogiter. J'écoutais un podcast avec Chris Mancias l'autre jour, qui est Ouais. le coach Ben, tu vois, préparateur par physique exemple, de... Chris, c'est une des rencontres qui m'a le plus ouvert les yeux. Et le mec, quand on parle de simplicité, quand tu sais ce que le mec il a fait, ben, quand j'ai eu rendez-vous, enfin, j'ai eu rendez-vous, j'ai mangé avec lui et qui m'a expliqué un peu comment lui travaillait. Pour moi, j'étais au summum, tu vois. Mieux que si je rencontrais l'athlète en question. Ah, tu m'étonnes, c'est une belle rencontre. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Chris Mancias, c'est le préparateur physique, coach de LeBron James, qui l'a accompagné de ses Toute tout sa carrière. débuts à aujourd'hui. Ouais. Et, euh, et Et d'ailleurs, pour, Chris, et- il parlait et dans... pour la petite anecdote, encore plus folle pour moi, c'est que lui, à son premier stage en tant que préparateur physique, il le fait avec les Wizards de Washington, avec le préparateur physique de Michael Jordan. Et donc, il est à l'époque où Michael Jordan revient en NBA avec Washington, lui, il fait partie du staff. Donc, c'est là Ouais. qu'il fait ses classes. Et ensuite, un petit 17 ans qui arrive en NBA, LeBron James, et boum. Et après, il ne l'a pas quitté. Et ça, Depuis, bah, jusqu'encore aujourd'hui maintenant. ça me fait penser un peu à toi quand tu as donné les conseils à Steven, là, pour ceux qui liront le livre, dans la salle, mais quand il rencontre LeBron James et qu'il est dans la salle et qu'il commence à faire des exos de mobilité, que LeBron James il commence à apprécier ce qu'il fait, etc., et que c'est LeBron James qui vient le voir et qui le sollicite, c'est un petit peu, c'est pas le même parcours, mais c'est une approche qui est très similaire dans le sens de vouloir faire les bonnes choses et au bon moment et de déclencher l'opportunité pour coacher une star montante. Il y a un truc que Chris il dit à un moment donné, c'est, enfin, ils sont en train d'évoquer les moments où LeBron James il se sent pas bien, où il a un moment de down, où il est démotivé, où tu vois qu'il Physiquement? est Ah non, même en général. mentalement. Ok, ouais. Ouais, tu vois qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Tu vois. Et moi, j'aimerais savoir comment tu abordes une séance où tu as Kanye West. Bon, on connaît le personnage de loin. On sait que il doit avoir plein de trucs qui cogitent, etc. Et ça doit être la même chose pour la famille Kardashian et pour tous ces gens, même les gens lambda. Comment tu fais pour aborder un moment où tu as ton client qui arrive et il est pas bien mentalement, il est pas bien physiquement, il a besoin d'un appui psychologique. Bah déjà, on va parler. Pas spécialement parler. Je vais remplacer son psy et je lui demande euh, quels sont quels sont les problèmes en profondeur. Non, mais juste explique-moi rapidement dans quel état tu es aujourd'hui là pour que moi, j'adapte la séance à toi, là, à l'instant T. Et ça passe par, de la complicité, parce que c'est pas tout le monde qui s'ouvre aussi comme ça, peut-être pas sur une première séance aussi, parce que les gens sont pas spécialement peut-être à l'aise aussi au début. Moi, c'est un peu ma force, c'est qu'assez rapidement, parce que j'arrive à les cerner psychologiquement, ils ont l'impression qu'on se connaît et que très rapidement, ils s'ouvrent et ils se lâchent. Le mettre noir sur blanc, je ne sais même pas si je pourrais, parce que c'est pas quelque chose que je calcule. Je le fais vraiment instinctivement. Et après l'avoir fait plusieurs fois et que bah, c'est devenu quelque chose qu'on me reconnaissait, c'est-à-dire que les gens, quand ils parlaient de moi, c'était une de mes qualités principales, bah, je me suis dit, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Et après, ça a été une de mes forces. C'est-à-dire que beaucoup de gens venaient me voir parce qu'ils n'étaient pas bien psychologiquement. Et moi, j'utilisais tout ce que je connais par rapport à la préparation physique et par rapport au corps humain pour les remettre sur pied et physiquement et par la suite mentalement. Et, euh, et, euh, c'est quelque chose que tu as eu à faire souvent parce que je conçois à notre niveau, tu vois, de temps en temps, on a des mauvaises journées ou des journées de stress où quelque chose ne s'est pas bien passé. Et je me doute que ces gens-là ont affaire à beaucoup de situations de stress, encore plus décuplées et sur un plan médiatique. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui, toi, t'a affecté dans ton travail? Est-ce que c'est quelque chose qui, de temps en temps, t'a empêché de bosser comme tu voulais? Ouais, parce que quand c'est poussé à fond, ça peut être limitant. Tu vois, j'ai pas non plus toutes les clés pour ouvrir les portes et faire en sorte que psychologiquement, après ma séance, tout de suite après ma séance, tout est rose. Mais, euh, mais, euh, moi, ouais, j'ai eu des fois, et même, je suis pas non plus divin, j'ai eu des fois où on a dû arrêter des séances. Parce que justement, peut-être que ça venait de moi et que j'avais peut-être pas trouvé la séance à faire ou les mots
à dire au bon moment et que la personne, elle était trop down psychologiquement. Mais j'ai déjà dû arrêter des séances en plein milieu, Kanye West y compris. Après, Kanye West, lui, c'est vraiment, lui, il arrête jamais de penser. En fait, il y a toujours quelque chose dans sa tête. Il y a toujours. Et ça aussi, c'est compliqué à gérer. Parce que autant quand il vient faire sa séance, il est là physiquement, mais c'est dur, lui, quelqu'un comme lui, de l'avoir mentalement et physiquement au même endroit. C'est-à-dire que lui, c'était presque, il venait, il me disait, hey, vas-y, fais-moi ma séance, mon corps, il est là. Mais dans sa tête, il était partout, tu vois. Il faisait ce que je lui demandais. À aucun moment, il y avait des chichis, il rechignait. Mais tu sentais que mentalement, il était déjà sur son show dans 2 semaines, ou alors son défilé dans 3 jours. Et ça, des fois, c'est assez pour moi, c'est assez déstabilisant. Parce que comme j'ai pas un retour direct du travail que je suis en train de faire, et je me pose, moi, je me remets en question et je me pose des questions. Est-ce que je fais un truc qu'il n'aime pas? Là, j'ai pas de retour. Est-ce que je suis dans la mauvaise direction? Et ça, au début, c'était troublant avec lui. J'ai mis du temps avant de m'adapter et de le comprendre. Et, euh, et la famille Kardashian, parce qu'on en parlait tout à l'heure et tu m'as dit, et pourtant, sur la préparation physique, etc., du coup, elles ont de la condition physique, c'est ça? Ouais, enfin, pas toutes. Moi aujourd'hui, je suis beaucoup plus avec Chloé. Chloé, elle, elle, Chloé, ouais, Chloé, elle a une condition physique. Chloé, je peux aller chercher des objectifs qui, pareil, deviennent plutôt intéressants. Je vais pas te mentir et te dire que Kim, c'est une athlète de dingue. Non, elle fait son petit maintien. C'est dur de la pousser dans ses retranchements. C'est pas une bête de sport. Maintenant, Chloé, par exemple, quand elle était avec Tristan Thompson, et on pouvait faire des séances où tous les deux faisaient la même séance à des charges et des intensités différentes, mais elle était là, elle tenait le coup. Et encore aujourd'hui, ce que je fais avec elle, ouais, c'est plutôt intéressant. On a fait une salle, je l'ai fait une salle dans sa nouvelle baraque où il y a tout ce qu'il faut pour se mettre bien. Ça, c'est cool. Et à LA, du coup, donc tu passes ton temps à coacher ces personnes-là, mais également à coacher beaucoup de gens lambda. Aujourd'hui, ces gens lambda, ils viennent d'où? Comment ils t'approchent? C'est qui ces personnes-là? Il y a tout, enfin, il y a tous les milieux. J'ai des avocats, j'ai des hommes d'affaires, j'ai personnes dans le monde de l'entertainment, des agents, il y a vraiment tout. Et moi, encore aujourd'hui, je suis sur le bouche à oreille. Tu vois, les réseaux sociaux, j'y suis très peu. Là, j'avais été présent par rapport à l'émission dont tu parlais, Star Academy. Ouais. Mais à part ça, justement, mon dernier poste, il doit dater de la Star Academy de l'année dernière. Pour avoir une idée, ils reprennent la saison. Mm. Ouais, je te disais, moi, encore aujourd'hui, c'est le bouche à oreille qui fonctionne le mieux. Parce qu'encore une fois, quand ton nom sort de la bonne bouche vers la bonne oreille, il y a pas mieux comme promo. Ouais, et pour la télévision, justement, t'en parles un petit peu dans le livre, c'est quelque chose que tu as envie de refaire? C'est quelque chose, la Star Academy, pour toi, c'était une Bah, bonne expérience? la télé, c'est un truc que j'ai apprécié, que j'ai kiffé faire. Maintenant, tu vois, par exemple, cette saison, je ne l'ai pas renouvelée. Parce que 3 mois loin de la famille, ça faisait long. Et même ne serait-ce que pour le business aussi, professionnellement parlant, c'était dur de lâcher ma clientèle ici 3 mois, même si j'avais mis quelqu'un en place, c'était pas pareil. Donc là, il fallait que je souffle. Et après, je sais pas si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a une opportunité qui se représente. Peut-être pas sur ce programme-là, mais quelque chose encore nouveau pour encore me challenger et aller chercher quelque chose de nouveau. Pourquoi pas, ouais. Ouais, bah, tu m'étonnes de partir de LA et de venir 3 mois à Paris pour ça, ça devait être lourd. Ouais, j'ai Et, essayé. Ça a tenu. La première saison, c'était 6 semaines. Je l'avais fait. La famille, je ne l'avais pas vu pendant 6 semaines parce qu'eux, ils étaient à l'école et il n'y avait pas de vacances sur cette période-là. J'avais un peu serré la ceinture et vas-y, c'était passé. Je me suis dit, ouais, bah, 12 semaines, ils viennent me voir 2 fois et tout. Mais même sur 12 semaines, sur 3 mois, ils sont venus pour Thanksgiving et pour Noël. Ça faisait long. Ça faisait long. ouais. Ça Et pour faisait long. revenir un petit peu au sujet de la préparation physique de tous tes gens, il y a un moment dans le livre, tu parles de l'haltéro. Et moi, c'est un truc que je voulais mentionner parce que forcément, bah, les gens qui nous écoutent pratiquent pour la plupart l'haltérophilie. Est-ce que c'est un truc que toi, tu as mis en place avec les gens que tu coaches? Pourquoi est-ce que tu dis que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire? Ouais, parce que c'est une bonne école.
en fait. Tu vois, il y a tout l'aspect technique, tout ce que ça t'amène à faire pour réaliser un seul mouvement. En fait, juste avec les mouvements de base de l'haltéro, tu as de quoi être en forme et surtout être fonctionnel. Et quand on parle CrossFit, ce qu'on cherche à être, c'est le plus fonctionnel possible. Alors que quand on parle muscu, c'est pas forcément la fonctionnalité qui nous vient en tête. Moi, comme j'ai toujours cherché à avoir cette, cette touche d'athlétisme euh, envers les personnes avec qui je travaille, l'haltéro, bah, c'est une très bonne école. Ouais. Tu vois que c'est quelque chose qui manque chez les gens, par exemple les athlètes de haut niveau que tu as coachés, Même les athlètes de haut niveau. Ah ouais, même aux même les États-Unis. athlètes de haut niveau. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est fou même. Je suis Ouais. étonné. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à toucher les athlètes de haut niveau, que ce soit en France au foot, ou, je me suis dit, bah, c'est normal, ça coule de source. Pour moi, ça fait partie de leur quotidien. Et ben, Ouais, c'est quelque chose en France, c'est sûr que bah, on ne le voit pas encore beaucoup. On le voit un petit peu dans le rugby et ça commence à venir dans les autres ouais, sports avec techniquement des choses encore à revoir. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on se dit bah ils font du power clean, ils font des charges explosives, ils font de la pliométrie, ils font ces choses-là. Et en fait, il se trouve que bah, pas forcément quoi. ouais. En fait, ils y ont goûté forcément, ils y sont passés. Parce que là, je vois ne serait-ce que la prépa qui se bouffe en high school, c'est-à-dire entre 14 et 18 ans, ils y touchent déjà. Tu vois, ils y touchent. Ce qui fait que forcément, les athlètes, ils y sont passés, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils ont maintenu après dans le temps. Même une fois qu'ils sont passés pro. Que ce soit les basketteurs ou que ce soit les footballeurs américains, ouais, ils devraient tous passer par là et surtout le maintenir une fois qu'ils sont en activité. Est-ce qu'il y a des équipes, maintenant que tu as coaché des athlètes de haut niveau aux États-Unis, que tu as une certaine notoriété et on sait que ton travail est qualitatif, est-ce qu'on commence à te démarcher aux États-Unis pour un petit peu comme on a fait en France pour la Starac, mais là-bas pour de la télé ou des équipes par exemple, ben, tu coaches Calabasas, mais est-ce qu'il y a d'autres équipes, tu disais que tu étais fan de Chris, etc., son travail avec la NBA, est-ce qu'il y a des équipes de NBA qui t'ont démarché? Comment ça se passe là-bas avec un Français comme toi? Euh, les équipes, après, mon nom, il est au niveau des États-Unis, il est peut-être pas encore assez haut pour que les équipes elles se disent OK, il nous le faut. Par contre, entre les joueurs, ça commence. Tu vois, sur les off-season, que ce soit des joueurs qui sont en collège et qui vont, par exemple, préparer leur combine pour, avant leur draft. Là, on en a deux de Calabasas qui viennent de signer en NFL, aux Broncos et aux Eagles. Et c'est deux petits avec qui j'ai travaillé à Calabasas. Donc, pour moi, c'est super gratifiant de les voir aujourd'hui évoluer au plus haut niveau. Et que quand ils reviennent à Calabasas, eh ben, vas-y, si je suis dispo et qu'ils ont besoin d'une séance, boum, on va à la salle de Calabasas et on se fait une séance. Donc mon nom, il tourne. Après, c'est pas forcément travailler avec les équipes, pas forcément quelque chose que je veux faire parce que ça prend beaucoup de temps. Et une fois que tu es avec une équipe, bah, tu es obligé de dire non à beaucoup d'autres choses. Et moi, aujourd'hui, le fait d'avoir construit ma clientèle en dehors des athlètes aussi, je ne peux pas me permettre de sacrifier tout ce que j'ai construit pour aller avec une équipe. Et après, il ne faut pas se mentir, on voit tout ce qui est NBA, NFL au niveau des préparateurs physiques comme le Graal. C'est clair parce que tu travailles avec des athlètes de haut niveau qui ont des niveaux de dingue, mais financièrement parlant, c'est pas forcément ce qui est le plus avantageux de travailler avec l'équipe. Ouais, T'as c'est c'est beaucoup. c'est un projet à long terme quoi. C'est pas forcément ce qui te stimule, c'est ça? Ouais, voilà, ouais. Peut-être que dans 5 ans, tu vois, ça y est, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, tout ce que je voulais faire. Ok, pour avoir l'expérience, mes enfants, ils ont plus spécialement besoin de moi parce qu'ils seront plus là ou ils seront à la fac, vas-y. Mais là, le fait de devoir te déplacer avec les équipes, etc. Et là, on parle pas d'une saison de Ligue 1 à 38 matchs, tu vois. Une équipe NBA, c'est 82 matchs. Et tu es en avion à droite, à gauche. C'est assez éprouvant. Et, euh, et d'ailleurs, bah, tu l'as évoqué un peu, c'est quoi la suite pour toi? Je sais que dans le livre, il y a plein de gens qui te posent tout le temps cette question. C'est quoi la suite pour toi maintenant que tu as accompli ça? Est-ce que c'est de continuer ce parcours, de voir cette opportunité, cette voiture rouge encore petit à petit et de la saisir? Ouais, exactement. Ouais. Ouais, encore aujourd'hui, tous les jours. Et il y en a d'autres qui sont présentés, hein, d'autres voitures rouges.
C'est juste qu'il y a des choses qui peuvent pas être montrées ou dites, mais je suis encore dans la même mentalité. Pour moi, là, je viens d'arriver, tu vois. Même si ça va faire 10 ans, là. C'est ma 10e année aux États-Unis, ma 10e année à LA. Ça va vite. Mais voilà, j'ai encore faim. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est kiffant pour moi. C'est que vraiment, j'ai la même faim que quand je suis arrivé. C'est-à-dire que ça me dérange en aucun cas, par exemple, comme demain, de me réveiller à 4h45 pour ma première séance à 5h30. Je suis encore content et j'y vais avec le sourire, même si c'est pas un athlète ou une célébrité, parce que je kiffe ce que je fais. Et ça, j'espère que je vais le maintenir le plus longtemps possible. Et maintenant aussi, entre tout ce que je fais ici, bah, les opportunités télé ou tout ce qui peut être au niveau des médias en France ou ailleurs, si c'est quelque chose qui me booste et qui me motive, eh ben, on y va aussi, on y va aussi. Dans ton livre, tu parlais de potentiellement un jour ouvrir ta salle de sport ou même un jour, hein, tu disais peut-être ma programmation en ligne, etc., si ça me convient. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu bosses encore? Ouais, pour mon lieu, ouais, c'est clair. Ça serait même pas, je sais même pas si je le définirais comme une salle de sport. C'est vrai, ça serait vraiment plutôt comme, ben voilà, comme si je te disais, vas-y, vous venez chez moi, c'est ma mentalité que vous voyez sur les murs, que tu vois, c'est moi, c'est chez moi. Et j'aimerais bien avoir un pied-à-terre comme ça à Paris, hein, à LA. Comme ça, que les gens, quand il y a des préparations à faire entre les deux pays ou quand on doit voyager, je sais que j'ai un endroit de chute pour faire mon travail comme il le faut et que les gens, s'ils ferment les yeux, qu'ils puissent pas faire la différence de s'ils sont à Paris ou à LA, quoi. Faut vraiment que ce soit ma mentalité, mon mindset et ouais, ça serait kiffant, ouais, de maintenir cette passerelle entre Paris et LA. Et dans le livre, tu finissais avec je veux devenir le meilleur, le coach numéro un en France. Et pourquoi juste en France? Et est-ce que c'est encore ton objectif principal? Est-ce que tu as cette ligne directrice, cette vision de fin, tu vois, la ligne d'arrivée, quoi, le boss de fin dans le jeu vidéo? C'est quoi pour toi? Ouais, non, le truc de France, c'était de l'orgueil mal placé, on va dire. C'est juste que tu vois, moi, je suis pas dans les réseaux sociaux. Et je voyais, depuis que je suis parti, donc ça fait 10 ans que je suis parti, des centaines de coachs, numéro un en France, moi ceci, moi je suis cela, moi cela, moi. Et quand je regardais un peu ce qu'ils avaient fait, dans ma tête, je me disais, si vous, les gars, vous êtes numéro un en France, moi, ça veut dire que. Et sans prétention, tu vois. Parce que je regardais, ok, il dit qu'il est numéro un, mais qu'est-ce que tu as fait? Vas-y, c'est quoi? Et quand je regardais, que je creusais, je m'apercevais qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, dans ma tête, je me disais, vas-y, si toi, tu te prétends numéro un, moi, si je reviens en France, c'est bon. Je suis le king, tu vois. Mais après, je suis même pas rentré dans ce débat-là. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous, mais c'était juste la période où j'écrivais le livre. C'était cette période-là où je voyais tout le monde sur les réseaux sociaux à se dire je suis le numéro un, le meilleur coach français, le coach des stars en France, le coach. Mais je suis même pas, après, j'ai même pas. Non, c'était même pas un objectif en soi, hein. Je m'en fous complètement. Et tu as un objectif à nous teaser un petit peu là, sur quoi tu travailles? Parce que je me doute, tu es coach et tu parles des défis, des challenges, tu as la salle de sport derrière toi. Est-ce que toi, tu as encore le temps de t'entraîner? Est-ce que tu te prépares pour quelque chose? C'est quoi ton Ouais, bah quotidien là, à moi, part ne le livre? serait-ce que moi, mes défis perso, tu vois, là, j'ai fait mon premier triathlon de Malibu. Là, je me suis inscrit au Alpha Ironman de Palm Springs en décembre. Moi, je me maintiens comme ça, en fait. Ça me permet de continuer à pratiquer et de même mentalement me challenger parce qu'il faut aller chercher un cran au-dessus à chaque fois. Ouais, pour ma part, bah, de toute façon, même si c'est pas des défis sportifs par rapport à ce que j'essaye professionnellement de mettre en place, par rapport à ce que j'essaye de faire en général, le challenge, il reste là, non-stop. Et ça, j'espère pouvoir le maintenir pareil le plus longtemps possible. Parce que c'est ça qui a fait que je suis là aujourd'hui. C'est qu'à chaque fois, je me suis challengé. Est-ce que je suis capable d'aller dans un pays dont bah, je ne parlais pas la langue à l'époque et de me reconstruire un cercle d'amis, de reconstruire une vie sociale, etc. Et l'Australie, ça a été ça. Et une fois que j'ai vu que je pouvais le faire là-bas, ça y est. Après ça, en fait, je me suis senti pousser des ailes. En fait, je peux aller n'importe où, partir de zéro. Je sais que je pourrais le faire. Et c'est un peu ça qui a fait que quand j'ai eu l'opportunité de LA, j'ai pas réfléchi à deux fois. Alors que après l'avoir fait, surtout les 2, 3 premières années, si j'avais su que c'était ça, si dur en fait,
j'aurais peut-être réfléchi. Parce que là, j'avais mes enfants et ma femme et tout, tu vois, à assumer. Et quand je suis parti, j'étais tellement dans un délire de c'est bon, je peux tout faire que j'y suis allé sans réfléchir. Il y a eu il y a eu des petits échecs au début, mais qui ont été surmontés et qui font qu'aujourd'hui, après 10 ans, voilà. Là, ça y est, là, je peux dire que je suis en place à LA. C'est pas s'il se passe un truc, je rentre en France, tu vois. Par exemple, le Covid, il serait arrivé 2 ans plus tôt, je rentre en France. Ouais, Je c'est ce que rentre en tu dis dans France. ton livre. Le Ouais, ouais, Covid, ouais. il t'a complètement changé ta manière de travailler, en fait, Ah là-bas. ouais. Et En heureusement que même j'étais temps, déjà assis, que j'étais déjà en place. Parce que sinon ouais, je rentrais en France. C'était pas possible. est-ce que tu as un conseil avec ta mentalité et cette manière de percevoir les choses aux coachs qui nous regardent? On a deux types de personnes qui nous regardent. On a l'athlète, la personne qui a envie ben, d'apprendre un petit peu plus sur la préparation physique, sur le sport ou qui pratique. Et on a le coach qui a envie bah, forcément de réussir et qui voit en toi la réussite. Ou en tout cas potentiellement cette réussite-là de devenir un coach de renom, etc. Toi, ça serait quoi le conseil numéro un que tu donnerais d'abord aux coachs et ensuite aux athlètes? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Franchement, gros conseil pour tous ceux qui vont regarder la vidéo, qui sont coachs et qui veulent percer. Aujourd'hui, ça va être encore plus dur pour eux parce que bah, il y a un grand nombre de coachs disponibles sur le marché, mais bah, pas chercher à leur ressembler ou pas chercher à faire ce que fait le top coach de Paris. Venez avec ce que vous avez à proposer, venez avec la personne que vous êtes, trichez pas, mentez pas, et ça se ressentira dans votre coaching. Et je sais que les gens, pour moi, c'est une des choses qu'ils ont appréciées. C'est l'humain que je suis avant même la séance que je propose. Et beaucoup de personnes pensent l'inverse, c'est-à-dire qu'ils triturent l'esprit au niveau de leur séance et ils délaissent un peu le côté justement humain. Et ça, c'est à mon avis, c'est la chose à mettre au centre de votre travail en tant que coach, c'est l'humain, parce qu'on travaille avec des humains et forcément, vous n'allez pas avoir la même personne tous les jours. Donc, ça sera à vous de vous adapter et pas d'amener un programme ou des séances toutes faites et de vouloir les adapter à les placer forcément aux personnes que vous avez en face de vous. Et après, croyez en vos capacités. Moi, je sais que je vois le truc comme un GPS. Vous y mettez l'adresse que vous voulez. Pour moi, ça a été très, très rapidement. J'ai su que je voulais évoluer aux États-Unis. Ça a été les États-Unis. Et à partir de là, j'ai juste foncé, quoi. Ça a été difficile. Le GPS, le but du GPS, c'est de vous emmener là où il faut. Et ben, moi, ça a été ça. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais j'avais toujours en ligne de mire l'adresse que j'avais mis dans mon GPS. Et quelles que soient les étapes que j'ai pu franchir, les difficultés qui sont présentées, quand je levais la tête, je savais où je voulais aller. Et ça m'aidait à passer au-delà de tout ce qui a pu se mettre sur mon chemin. Et les gens lambda qui font du sport et qui ont juste envie d'améliorer leurs conditions physiques, est-ce que tu aurais un truc à leur dire en général aussi? Bah, déjà commencer. Pour ceux qui ne sont pas mis au sport, ça y est, c'est toujours l'heure. Il y a toujours le temps. Pas penser que il faut 10 heures par semaine pour pouvoir se voir évoluer. Moi, je le dis, hein, même si vous avez qu'une heure par semaine, je préférerais que vous fassiez 4 fois 15 minutes dans la semaine pour maintenir en fait cette activité et pas laisser le corps s'endormir plutôt que de faire 1 heure le lundi, rien toute la semaine et on se revoit lundi prochain. Non, continue à bouger. Il n'y a pas de petits efforts. Un petit quelque chose, c'est toujours mieux qu'un grand rien, en fait. Et ça, faut se le mettre dans la tête. Faites à votre niveau. Si vous allez en salle, essayez pas de vous mesurer ou de vous comparer à ceux qui sont à droite et à gauche. Vous n'avez aucune idée de leur passif sportif ce qu'ils ont fait avant. Donc, si elle ou il lève 100 kilos, vous dites pas, vous êtes nul parce que vous en levez que 50. L'objectif, c'est pas spécialement les 100 kilos, c'est de vous sentir bien à la fin, c'est de travailler sur de la durée pour pouvoir justement durer le plus possible dans la vie en général, même pas que sportivement. Et, euh, et enfin, qu'est-ce que tu dirais au coach Joe de 2012 que moi j'ai connu et je pense que c'était pile le moment où voilà, tu coachais Steven et que tu as eu Ça a commencé, l'opportunité de ah ouais, lui. 2012, ça a commencé. Hein.
puisqu'il y a eu un conflit entre justement CrossFit et quand j'ai commencé à voyager avec Kanye, c'était un peu chiant pour Ouais, je me la souviens. planification des séances. Donc c'était vraiment à Ah, il cette fallait période. choisir, hein, il fallait choisir. Attends. Ouais, il fallait choisir. Et bah, je lui dirais, va là où l'intuition t'emmène. Parce qu'à l'époque, c'est vraiment ça. Je savais pas ce que j'allais trouver en allant avec Kanye, alors que je m'étais cassé la tête hein, avec Daniel et tout pour faire partie de justement cette aventure CrossFit. Et au moment où c'est bon, ça commence à prendre avec le CrossFit, j'ai cette opportunité qui tombe. Et donc forcément, il fallait faire un choix, mais je sentais qu'il y avait une possibilité d'aller plus loin. Et c'est ce que j'ai dit à la fin, hein, pas quand on s'est séparés, mais quand à un moment il fallait prendre une décision, c'est ce que j'ai dit à Daniel. J'ai dit, écoute, merci pour tout ce que tu m'as apporté, parce que ça m'a apporté beaucoup, le CrossFit. Mais là, tu vois, je sens qu'il y a un truc qui est possible. Et tu connais Daniel. Il y a même pas eu de chichi. Il m'a dit, vas-y, si tu le sens, vas-y. Il m'a dit, si tu le sens, vas-y. Et encore là, la semaine dernière, je parlais avec Daniel. Parce que là, je suis en train de faire les démarches pour la green card et il m'a fait une lettre, tu vois. Et il m'a dit, mais je suis content de te la faire. Et Ouais, c'est cool. ça, c'est un plaisir, ouais. Moi, je l'ai déjà surpris en train de pleurer parce que tu avais choisi Kanye à sa place, tu vois. Ok, je lui dirais pourquoi tu ne l'as jamais dit, putain. Si je t'avais vu pleurer, peut-être que je serais resté. En tout cas, ben, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous. Et c'est un plaisir de Merci à t'avoir toi. vu évoluer de 2012 où on était à la salle et je me souviens, tu as fait un box jump sur une, sur une des boîtes. Et j'ai J'avais cassé pété la la. vitre. Tu avais cassé un Ouais, truc. Ouais, j'ai grave. toujours ce souvenir dans la tête. Tu nous as même aidé à juger au French je crois que c'était 2017. Donc Ouais. vous êtes peut-être fait juger par le coach de Kanye West au French, Ah, il était sachez-le. là. Il était là, il était présent. Mais Et, c'était, tu vois, toujours un kiff, toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Et et, même vous, ça fait plaisir. Autant tu m'as vu évoluer, autant moi je vous ai évolué et voir les positions que toi ou Daniel maintenant vous pouvez avoir, voir la place qu'un French Throwdown maintenant il peut avoir au niveau européen et même mondial, puisque maintenant ça a une incidence sur les qualifs, etc. ouais. Pour les games. Donc, tu vois, c'est fou. Quand on voit, et je l'ai vu où ça a commencé, c'est et c'est ça le kiff, tu vois. Franchement, c'est ça le kiff. Et moi, de voir des gens évoluer, ce que toi, tu as pu voir de moi ou ce que moi, j'ai pu voir de toi, pour moi, mon travail, c'est ça, en fait. C'est de voir ce qu'on a pu voir chez l'un et l'autre au niveau de ma clientèle. Et quand je les vois arriver là où ils ont voulu être, ça y est, moi, j'ai réussi quelque chose. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de découvrir ton parcours, enfin, en tout cas, de le partager aux gens qui nous écoutent. Et encore une fois, si vous voulez découvrir plus de choses sur Joël, sur Coach Joe, lisez son bouquin. Allez sur les réseaux sociaux, même s'il poste rien du tout, Ouais, c'est suivez-le, limité. mettez bien un petit like. Je réponds. Et, ouais, et puis, si vous traînez à Los Angeles, sachez que vous le verrez peut-être passer à côté de chez vous ou un match de Avec Calabasas. plaisir. Même vous me contactez et on se voit. Voilà, ben, vous avez tout compris et il vous répondra en plus. C'est ça Et il répondra. c'est ça le mieux. En tout cas, Joe, merci beaucoup pour ton temps. Merci, Julian. Euh, C'est avec plaisir. Merci d'avoir pris du temps le soir avec ta famille et tout dans ton gym pour discuter un petit Normal. peu. Et je te remercie. Messieurs, dames, j'espère que vous enjoyerez ce podcast. C'était un plaisir. Julian, merci à toi. Bonne fin de Merci à soirée. tous. Salut. Ciao.